Enregistrement. Vas-y, lance l'enregistrement, je vais répéter. Ok, super. Donc, je disais, j'ai appelé j'ai intitulé cette conférence Cosmopoésie et écriture, le narrateur et autres sources du lecteur sur l'univers fictif. Donc, vous l'avez sans doute remarqué, mais les conférences précédentes étaient intitulées Cosmopoésie tout court. Et donc là, j'ai rajouté Cosmopoésie et écriture parce que c'est une conférence qui s'adresse peut-être un peu plus aux écrivains et en tout cas où je vais peut-être un peu plus aborder la notion d'écriture, l'aspect écriture que d'autres aspects, comme par exemple la création de JDR, jeux de rôle, pardon, ou d'autres façons, en fait, tout simplement de présenter son univers, comme quelqu'un, par exemple, avait parlé d'encyclopédie sur les univers fictifs. Voilà, c'est peut-être des choses qui vont moins correspondre, même si ça pourra aussi intéresser les personnes qui ont font ce genre de choses. C'est peut-être quelque chose qui va un peu moins correspondre à ce genre à ces formats-là, on va dire plutôt. Donc, sachant que je suis écrivain, comme vous le savez sûrement, puisque je le dis quand même dans chaque annonce de conférence, je suis écrivain, donc j'écris des livres. Et donc, moi, voilà, mon truc, c'est d'écrire plutôt que de faire des jeux de rôle ou d'autres approches, ouais, d'autres formats. Moi, j'écris des romans et donc c'est pour ça que je pense que ça se sent quand même un peu dans mes conférences, mais très très souvent, voilà, mes conférences sont peut-être que ça parle un peu plus aux auteurs. J'essaye d'être assez large, mais voilà, peut-être que ça parle un peu plus aux auteurs. Voilà, je crois que c'était le seul truc dont je voulais vous avertir avant le début de la conférence. Donc, cette fois, malheureusement, je n'ai pas pu faire de petites images pour chaque partie de la conférence, tout simplement parce que je n'ai pas accès à Photoshop actuellement. Mais ça reviendra dans les prochaines, j'espère. Donc, vous avez le plan dans les messages épinglés sur Discord et Astra va faire défiler les parties avec les images qu'elle a faites sur le live Twitch normalement, mais voilà, normalement vous pouvez vous référer donc soit aux images du live, soit aux messages épinglés. Donc, rapidement, quand je parle de source du lecteur, parce que je me suis dit, j'ai tourné cette phrase de cette façon-là pour bien exprimer l'entièreté de ce que je voulais exprimer, justement. Mais je me suis dit que peut-être que c'était un peu confus et ma phrase est un peu lourde. Donc, je vais rapidement expliquer. Quand je parle de source du lecteur, je veux dire c'est la façon dont vous, en tant que lecteur, ou plutôt dont vos lecteurs, puisque vous êtes normalement des cosmopoètes plutôt, donc la façon dont vos lecteurs vont découvrir cet univers, vont approcher cet univers, le contact qu'ils vont avoir avec cet univers, dans la majorité des cas, en tout cas dans le cadre d'un roman ou d'un film, ils vont avoir comme principale interface avec l'univers l'œuvre que vous aurez créée. Évidemment, vous pouvez créer d'autres œuvres, il y a les univers étendus, vous pouvez créer des trucs autour de l'œuvre, comme par exemple Rowling a mis en place beaucoup de choses autour de son œuvre, donc autour de la série des Harry Potter. Mais basiquement, voilà, la première interface du lecteur avec votre univers, ce sera votre roman. Et c'est pour ça que je l'ai centré principalement sur le narrateur, parce que finalement, le narrateur n'est pas forcément un narrateur omniscient. C'est même très très souvent un narrateur externe, c'est-à-dire que c'est alors, je ne faut pas que j'utilise le terme personnage, ça prête à confusion, ça porte à confusion. C'est un regard externe posé sur l'action, mais qui n'a pas de connaissance en dehors de l'action que ce regard observe. C'est ça un narrateur externe. Donc,
très souvent, on a ce genre de narration et donc très souvent, le regard du lecteur sur votre univers est soumis à ce que vous présentez à travers ce regard, aux actions que vous présentez, passées ou présentes, voilà, aux décors que vous présentez, aux connaissances que vous apportez. C'est soumis donc à un on va dire, c'est une vision assez restreinte quand vous voyez par exemple dans un film c'est la caméra, le narrateur, et de fait, le lecteur ne peut voir que ce qui est dans le champ, il ne peut pas voir ce qui est hors champ, et donc il n'est pas informé de ce qui est hors champ, ce qui laisse des possibilités qui sont un peu différentes d'un livre, mais qui sont intéressantes aussi. Dans tous les cas, c'est quelque chose qui est à la fois un léger handicap parce que, pour le formuler simplement, on ne peut pas tout mettre dans un roman. Je pense qu'on a déjà dit un certain nombre de fois dans plusieurs conférences, mais c'est impossible en fait de raconter tout votre univers dans un seul roman ou dans un seul, peu importe le format que vous utilisez, c'est impossible de mettre tout votre univers dedans. Parce que déjà, si ça a vocation à être lu, c'est un peu différent dans le jeu de rôle, parce que dans les jeux de rôle, vous êtes obligé de décrire votre univers, et c'est quelque chose que les lecteurs, les MJ, les maîtres du jeu, vont être obligés de s'approprier avant pour faire plonger les joueurs dans le jeu, pendant le jeu, tout simplement, dans l'univers pendant le jeu. Mais dans le cadre d'un roman, vous ne pouvez pas tout écrire parce qu'il faut que ce soit quelque chose qui demeure captivant pour le lecteur, tandis que, voilà, dans un manuel de JDR, vous mettez... vous n'avez pas besoin que ce soit captivant, il suffit que ce soit... Enfin, il faut plutôt que ce soit bien expliqué, il ne faut pas que ce soit captivant. Dans un roman, il faut que ce soit captivant, il faut que ce soit quelque chose qui intéresse votre lecteur, il faut que la présentation qui en soit faite ne soit pas trop compliquée à suivre, donc la bonne dose d'éléments de l'univers, d'éléments fantastiques, je n'aurais pas utilisé ce terme, d'éléments surnaturels, on va dire, d'éléments différents de notre univers, et en même temps la bonne dose d'éléments normaux, on va dire, c'est-à-dire d'éléments auxquels nous sommes habitués, vos lecteurs sont habitués, ce genre de choses. C'est un peu ce que j'avais dit sur les langues, quand j'avais fait ma conférence sur les idéolangues, j'avais dit, c'est vrai que quand vous créez une idéolangue, c'est très sympa, il y a des explications, des mots qui signifient, qui ont un sens ou un autre, on va dire, des prénoms qui ont un sens ou un autre, mais quand vous créez une idéolangue, la langue principale de votre récit, la langue principale d'interaction entre les personnages, ne peut pas être cette idéolangue parce que vous ne pouvez pas demander à un lecteur de lire tout un roman dans une langue qu'il ne peut pas connaître, forcément il ne peut pas la connaître, puisque c'est une langue que vous avez inventée. Ça, c'est pas possible parce que c'est beaucoup trop et votre lecteur ne va pas accrocher. Même si vous mettez tout dans les notes de bas de page, déjà, votre livre va faire 1,5 fois la taille qu'il ferait normalement. Et en plus, c'est insupportable pour votre lecteur de lire dans les notes de bas de page les traductions des dialogues en permanence. Donc, c'est quelque chose qui est fondamental, c'est que vous devez mettre la bonne dose de votre univers, c'est-à-dire d'anormal, d'étrange, et la bonne dose de notre univers, ce qui ressemble à notre univers, c'est-à-dire de normal. Par exemple, dans les idéolangues, vous mettez la bonne dose de temps en temps, une petite touche d'idéolangue, de la signification d'un prénom dans une autre langue, une phrase dans une autre langue parce qu'ils vont dans un pays étranger. Mais la majorité des dialogues vont rester en français, en tout cas dans la langue d'écriture de l'œuvre, puisque forcément, on imagine que le récit aurait été écrit par un personnage, enfin par un auteur qui ferait partie de l'univers en question, et il aurait été traduit derrière par un traducteur de la langue d'écriture dans notre langue. C'est un peu l'idée dans la majorité des livres. C'est compliqué d'ailleurs d'imaginer quelque chose autrement. Après, vous pouvez tenter, il y a des auteurs qui s'amusent à tenter des trucs, le nouveau roman et tout, donc pourquoi pas, hein, vous pouvez tenter de faire tout un livre où les dialogues sont intégralement écrits dans une idéolangue, mais je vous préviens, il y a quand même peu de chances que ça accroche le lecteur et il y a peu de chances que ça se vende beaucoup.
c'est un peu la même chose pour tout le reste en fait des paramètres de votre univers. Et c'est pourquoi très souvent le narrateur externe est quand même privilégié parce que vous ne pouvez pas tout mettre dans un roman comme je viens de le dire, mais en même temps le narrateur externe justifie que vous ne puissiez pas tout mettre dans le roman. Pourquoi? Parce que puisqu'il ne fait qu'observer l'action, puisqu'il n'est jamais qu'un regard posé sur l'action, il n'est pas censé connaître tout le reste de l'univers. Donc, de temps en temps, on utilise un narrateur omniscient pour apporter des éléments que le narrateur externe, c'est-à-dire le regard simple, bête, ne peut pas connaître. Mais ça, tout simplement, en introduction, donc, tout simplement pour rappeler que le narrateur, en particulier le narrateur externe, est généralement l'interface privilégiée par les auteurs, que ce soit des écrivains ou des scénaristes, parce que je rappelle que dans un film, en fait, ce qui correspond au narrateur externe, c'est la caméra, hein, c'est le regard qui est posé sur l'action, c'est la caméra. Le narrateur externe ou le spectateur va pouvoir avoir avec votre univers. Et donc, d'une certaine façon, c'est un peu handicapant pour vous parce que vous ne pouvez pas tout mettre dedans. Contrairement à une encyclopédie, vous pouvez vous permettre d'être barbant, même s'il faut que vous mettiez des éléments merveilleux, captivants, tout ce que vous voulez, mais dans une encyclopédie, au moins vous pouvez vous permettre d'être barbant, parce que c'est le but en fait, c'est de faire un truc avec du savoir cru et de le faire bouffer au lecteur. Dans un roman, vous ne pouvez pas vous le permettre, et c'est là qu'en même temps, vous avez, on va dire, les coudées un peu franches, parce que du fait que vous avez un narrateur externe qui vous restreint un peu dans votre explication de votre univers, dans votre présentation de votre univers, vous avez également la possibilité de faire des erreurs. Je m'explique. Vous pouvez être légèrement incohérent dans votre récit, vous pouvez vous le permettre sur un certain nombre de points, parce que la justification du narrateur, c'est-à-dire le fait que ce soit un narrateur externe, donc un regard, et non pas un narrateur omniscient, c'est-à-dire quelqu'un qui saurait tout, justifie que par moment, vous ayez apporté une information qui en fait se trouve légèrement corrigée, voire énormément corrigée, voire totalement réécrite par la suite. Donc, je vais commencer à rentrer dans le vif du sujet. Nous allons parler donc de la narration. Et notamment, dans un premier temps, du narrateur omniscient. Pourquoi je parle en premier du narrateur omniscient? Parce que vous l'aurez compris, la différence principale entre un narrateur omniscient et les autres formes de narration, c'est-à-dire le narrateur externe et le narrateur interne, c'est qu'un narrateur omniscient connaît entièrement votre univers. Et quand je dis que le narrateur omniscient connaît entièrement votre univers, c'est pas la même connaissance que vous, auteur, c'est-à-dire vous qui avez créé l'univers et qui crée au fur et à mesure toutes les informations, tout ce qui se trouve dans votre univers. Mais c'est pas non plus la même connaissance que quelqu'un de cet univers qui connaîtrait parfaitement cet univers, c'est-à-dire par exemple le plus grand savant de notre univers n'est pas un narrateur omniscient sur notre univers. Et vous, en tant que créateur de votre univers, vous n'êtes pas un narrateur omniscient sur votre univers. Parce que aussi étrange que ça puisse paraître, vous et le plus grand savant de votre univers ne connaissez qu'une infime partie de votre univers. Un narrateur omniscient pur, c'est un narrateur qui sait tout, normalement. Et ça signifie qu'en réalité, un narrateur omniscient, idéalement, il en connaît plus que vous sur votre propre univers. Alors, sachant que c'est vous qui écrivez le récit, évidemment, c'est une image de dire ça, puisque forcément, c'est vous qui écrivez ce que dit, décrit, pense, voit votre narrateur. Mais c'est une image qui n'est pas à prendre à la légère. Quand je dis que le narrateur omniscient en sait plus que vous sur votre propre univers, si vous utilisez un narrateur vraiment omniscient, et généralement ça varie au cours du récit, hein, généralement on switch d'un narrateur externe à un narrateur omniscient de temps en temps comme ça pour donner des informations extérieures à l'action, mais si vous optez pour un narrateur vraiment omniscient,
vous avez, dans l'idée, vous avez votre fil de création, votre activité créatrice fait que vous imaginez au fur et à mesure les éléments qui viennent pallier aux absences du récit, aux minutes manquantes, aux dialogues qui ne sont pas présentés dans le récit, aux données qui n'ont pas encore été créées, imaginées ou renseignées. Mais en fait, il faut vous dire que vous, techniquement, au moment où vous écrivez, où vous inventez cette donnée et où vous l'écrivez dans votre livre, techniquement, le narrateur omniscient, il connaissait déjà cette donnée. Il ne la découvre pas en même temps que vous, il la connaissait déjà. Techniquement, vous découvrez l'univers en même temps que vous écrivez, ou peut-être pas en même temps que vous écrivez, mais en même temps que vous imaginez votre univers. Alors que le narrateur omniscient que vous utilisez, techniquement, j'utilise beaucoup le mot techniquement, mais c'est bien pour donner l'idée que c'est vraiment théorique, parce que dans la pratique, voilà, forcément, c'est vous qui écrivez votre récit, mais techniquement, le narrateur omniscient, il en sait plus que vous sur votre univers, il connaît mieux votre univers que vous, et lui, il est déjà informé de ce que vous imaginez avant même que vous l'ayez imaginé. C'est l'idée générale. Je sais que comme ça paraît un peu absurde, ça veut rien dire, mais c'est l'idée générale. Donc, pour commencer simplement, quand je vais rapidement faire un point sur le narrateur externe, narrateur omniscient. Je l'ai dit, la plupart du temps, on utilise un narrateur omniscient, et je l'ai également dit, très souvent, quand on veut donner une petite information en dehors du récit, on switch du narrateur externe au narrateur omniscient pour donner une information qui ne relève pas de la description de l'action. Typiquement, j'ai créé des créatures dans mon livre qui s'appellent les Tereilles. Je vais l'écrire pour ceux qui sont connectés sur Discord. Donc j'ai créé ce sont des félins, des sortes de lions, enfin on va dire une espèce cousine des lions, voilà. Donc, ce sont des félins. J'ai créé ça, et au moment de la première apparition d'un Tereille dans l'histoire, je suis obligée d'expliquer ce qu'est un Tereille. Donc là on a un passage, alors je pourrais retrouver, mais on a un passage où je décris ce qu'est un Tereille. Je me souviens plus si j'ai décrit les Tereilles dans le récit ou si j'ai fait une note de bas de page. En général, j'essaie de décrire dans le récit parce que c'est tellement mieux quand c'est intégré au récit, mais ça arrive que je doive faire des notes de bas de page, donc ça arrive à tout le monde. L'idée, c'est que mon narrateur, donc si c'est intégré au récit évidemment, mon narrateur passe du narrateur externe qui décrit simplement l'action et qui donc va utiliser le mot Tereille en disant voilà, il y a un Tereille qui arrive, s'il décrit l'action, il y a un Tereille, ça c'est un Tereille, voilà, c'est tout. Ou à la rigueur, un félin ressemblant à un lion arrive, et le narrateur omniscient qui va te dire alors ça c'est un Tereille, et donc un Tereille en fait c'est un cousin des lions, voilà, c'est une espèce proche, il ressemble à ça. Ils ont une crinière, ils sont de cette couleur-là, et puis en fait voilà, il existe 3 variétés de Tereilles et qui ont tel et tel attribut. Voilà, ça c'est le travail du narrateur omniscient. Le narrateur omniscient, son but c'est d'éclairer le lecteur sur un point du récit. Techniquement, je vais arrêter d'utiliser ce terme parce que j'ai utilisé beaucoup trop de fois dans cette conférence alors qu'on est au tout début. Normalement, un narrateur omniscient n'est pas... Enfin, vous ne pouvez pas rester constamment sur un narrateur omniscient. Évidemment, si la majorité de votre récit, au lieu d'être de la description pure de l'action, vous apportez très très souvent des éléments de description, on va dire que votre récit est narré par un narrateur omniscient de manière générale. Mais en réalité, dans la plupart des cas, vous narrez l'action pure. Et donc, en fait, dans la réalité, c'est plus proche du narrateur externe que du narrateur omniscient. Le narrateur omniscient vous laisse
peu de flexibilité parce que normalement, si vous dites un truc, si vous donnez un élément de votre univers de façon à faire comprendre au lecteur que voilà, c'est comme ça et pas autrement. Alors c'est comme ça que c'est dans votre univers, c'est tout, voilà. Euh, Vous ne pouvez pas vraiment apporter un élément contraire après en disant ouais en fait j'ai dit ça mais c'est pas totalement ça. Ce serait plutôt comme ci ou comme ça ou en fait ça c'est ce qu'on pensait mais c'est une croyance et en fait c'est pas on s'est un peu planté et la science a dit autre chose. Vous ne pouvez pas vraiment faire ça parce que si c'est un narrateur omniscient, il savait déjà que la science disait autre chose, que c'était une croyance ou que voilà. En revanche, ce que vous pouvez faire, c'est que vous pouvez, quand vous introduisez un élément, si vous avez envie de vous laisser un peu de latitude, vous pouvez dire les scientifiques pensent que, ou les religieux de telle religion pensent que, ou on croit que, ou la légende dit que, voilà. Vous pouvez utiliser des petites notions comme ça où finalement, en fait, votre narrateur omniscient va dire voilà, ça c'est la légende qui court, mais je vous dis pas si c'est vrai ou pas. Et vous le découvrirez plus tard quand j'aurai décidé. Voilà, c'est un peu le message qu'il y a derrière, mais c'est une idée qui peut être pertinente parce que vous pouvez être amené à modifier certains paramètres de votre univers. Je j'évite, honnêtement, j'évite de donner des informations contraires au lecteur, mais la possibilité de parler de légende demeure intéressante, donc ça ne crée pas des informations contraires, puisque si vous mentionnez dès le début que c'est une légende, ce n'est pas une information contraire. En revanche, éviter peut-être voilà, de multiplier trop de sources contradictoires sur un même sujet. C'est même si vous dites à chaque fois que c'est des légendes, ça va paumer votre lecteur et c'est amusant comme ça une fois, mais 10 sur un même sujet, ça fait beaucoup. En tout cas, cette possibilité-là peut pallier au fait que vous utilisez un narrateur omniscient. De façon générale, quand vous passez à la narration omnisciente, vous êtes obligé de donner des éléments qui sont gravés dans le marbre. À partir du moment où vous les avez écrits dans votre récit, c'est comme ça que ça s'est passé et pas autrement. C'est ça la réalité et c'est pas autre chose. Donc quand je vous dis, vous pouvez dire que c'était une légende, si vous dites sur le coup, la légende dit que, la réalité est que il y a une légende qui dit ça. C'est là où ça vous laisse de la latitude parce que du coup le contenu de la légende, bah, ça ne reste qu'une légende. Donc vous êtes libre d'en faire ce que vous voulez. En revanche, pour les autres possibilités de narration qui vous donnent de la latitude, c'est simplement de le faire dire à un personnage. Je m'explique. Si vous amenez une explication, un paramètre, une caractéristique d'un peuple, d'une espèce d'animaux ou autre chose, si vous l'amenez à l'intérieur d'une discussion, vous pouvez très bien dire après, voilà, en fait, le type qui a dit ça, il croyait que c'était vrai, mais en fait, il s'est complètement planté, ou alors, voilà, c'était le consensus scientifique à l'époque, mais en fait, bah, c'est pas exactement la réalité, les scientifiques se plantaient un peu, et on est plutôt sur autre chose que sur ce que vous avez lu avant. Ça, c'est une possibilité. Pourquoi ? Parce que, tout simplement, comme je l'ai dit, votre narrateur omniscient, un narrateur omniscient, ce n'est pas un personnage hyper savant de l'histoire. C'est quelqu'un qui en connaît plus que toutes les personnes qui existent et qui se trouvent dans cet univers. Comme le type le plus savant de notre univers ne peut pas tout savoir sur notre univers. Et même si il est persuadé de tout savoir et qu'il a les données sur tout, il peut s'être planté. Il y a une époque où on croyait que la Terre était plate ou que la Terre ne bougeait pas et que l'univers tournait autour de la Terre, si tu veux. Il y a un moment où on a compris qu'on s'était trompé et on a changé le consensus scientifique. Voilà, c'est quelque chose qui est amené à évoluer. Donc même la science n'est pas figée. Et ça veut dire que même le plus savant personnage de votre univers, à moins d'être Dieu dans votre univers, c'est-à-dire littéralement Dieu, comme le Dieu chrétien ou le Dieu musulman, donc un Dieu totalement omniscient, totalement omnipotent, voilà. À moins d'être cette personne-là dans votre univers, aucun personnage de votre univers ne peut tout savoir et donc ils peuvent tous se planter.
Et personnellement, je vous déconseille très très fortement de mettre un personnage omniscient dans votre univers. Pourquoi? Parce que nous ne sommes pas omniscients et donc c'est très compliqué de décrire un personnage omniscient. Je ne sais pas si vous vous rendez compte ou si vous vous en êtes vraiment aperçu, si jamais vous avez utilisé des personnages qui n'étaient pas des humains. Mais le fait d'utiliser des personnages qui ne sont pas des humains, c'est très compliqué parce que vous êtes censé leur donner les caractéristiques de leur espèce respective, leurs espèces respectives, et ça peut être très très compliqué parce que ça nécessite de se mettre à leur place. Sachant que vous ne pouvez pas vraiment vous mettre à leur place, vous ne pouvez pas éprouver ce qu'ils éprouvent de la façon dont ils l'éprouvent. Donc, c'est toujours un peu complexe, mais c'est encore plus vrai dans le cadre de l'omniscience, parce que ça veut dire quand même que votre personnage en fait a une connaissance qui est infinie. Parce que l'omniscience, c'est ça, hein, ça nécessite une connaissance infinie. Et l'infini, bien qu'on puisse vaguement se le projeter, c'est quand même quelque chose qu'on ne saisit pas vraiment plus que ça. Donc, voilà, après libre à vous de faire un personnage comme ça, mais moi je vous le déconseille très fortement. Le narrateur omniscient sert avant tout à donner des éléments du récit que le narrateur, externe ou interne, que vous avez choisi, ne connaît pas, ne peut pas ajouter au récit. Donc maintenant, je vais vous parler des deux autres possibilités, le narrateur externe et le narrateur interne. Qu'est-ce qu'un narrateur interne? Un narrateur interne, c'est un personnage de l'histoire, à la différence du narrateur externe. C'est-à-dire que par exemple, vous décidez que votre personnage principal, dans mon cas, le personnage principal s'appelle Yorin, c'est le titre du livre d'ailleurs, vous décidez que votre personnage principal est en fait votre narrateur, et donc vous pouvez narrer à la première personne, vous pouvez aussi narrer à la troisième personne si vous avez envie. Personnellement, je suis beaucoup plus à l'aise avec les narrations à la troisième personne, mais vous faites comme bon vous semble. Toujours est-il que votre personnage principal est aussi le narrateur, ou un personnage secondaire, ça peut être un personnage secondaire. Si c'est le cas, donc dans le cas d'un narrateur interne en fait, dans le cas d'un narrateur interne, vous êtes obligé de décrire et de présenter l'univers uniquement à travers les yeux du narrateur interne, c'est-à-dire du personnage que vous avez choisi pour être votre narrateur. À partir de là, il y a une petite complication. Vous ne pouvez pas mettre des passages de narration omnisciente. Pourquoi? Parce que ça voudrait dire sortir de la tête de votre personnage. Alors évidemment, vous pouvez, je sais pas, mettre un chapitre à part avec des explications ou un pavé, un paragraphe à part que vous détachez par exemple par une ligne d'espace. Donc bien détaché du reste du texte, ou en gros, voilà, vous donnez un élément de l'univers, mais ça va couper le récit, ça va être étrange. Dans une narration interne, idéalement, vous mettez pas d'informations que le personnage ne connaît pas. Et là, non seulement ça limite beaucoup votre récit, mais ça vous empêche d'utiliser beaucoup d'éléments. Et parmi ces éléments, je vais en citer un qui est très très important, l'ironie tragique. Est-ce que, je ne sais pas si tout le monde connaît l'ironie tragique, mais vu que je ne suis pas en train de donner un cours, je vais vous expliquer directement. Donc, l'ironie tragique, c'est quelque chose qu'on trouve principalement au théâtre dans les tragédies, c'est pour ça que ça s'appelle l'ironie tragique. C'est quand un personnage de l'histoire en connaît moins long que le spectateur, et que le spectateur va donc voir le personnage agir ou entendre le personnage dire quelque chose, euh, on va dire au premier degré, sauf que vous allez percevoir toute l'ironie de la scène en tant que spectateur parce que vous connaissez un élément extérieur que le personnage ne connaît pas. Imaginons par exemple on va dire votre personnage principal est jeune et innocent et
il est à la recherche de son pire ennemi, un homme extrêmement machiavélique, et il va se confier à son gentil professeur super sympa et il lui dit: je pense que le méchant, c'est lui là-bas, le gros vilain avec des cheveux en pétard. Voilà, il dit ça à son professeur super sympa. Sauf qu'en fait, son professeur super sympa, c'est lui le vrai méchant de l'histoire. Et vous savez ça parce que votre narrateur, enfin vous savez ça, le lecteur sait ça parce que le narrateur a raconté l'histoire, une histoire où on voyait le gentil professeur interagir avec ses sbires très méchants. Et donc, le lecteur, en fait, il sait très bien que le gentil professeur est en fait le vilain méchant de l'histoire. C'est ce qu'on appelle l'ironie tragique. En gros, le lecteur en sait davantage que le personnage, et donc il va percevoir l'ironie d'une scène que le personnage ne pourra pas percevoir puisqu'il ne connaît pas les informations cruciales. C'est généralement tragique. Pourquoi? Parce que c'est très utilisé dans les tragédies, c'est un ressort tragique. Pourquoi? Parce que c'est un ressort qui, même s'il permet le comique de situation, etc., généralement va surtout permettre de favoriser le méchant, tout simplement. Votre héros va se confier à son gentil professeur et lui dit: je suis à la poursuite du vilain méchant, et je pense que c'est lui le vilain méchant. Et bien le gentil professeur, qui est en réalité le vilain méchant, va savoir que le héros est à ses trousses et qu'il a des informations, et il va savoir quelles informations le héros a sur le vilain méchant. Je sais que je parle en termes un peu simplistes, mais c'est parce que bon, si je dis vilain et héros, tout le monde comprend. C'est pas parce que je vous prends pour des demeurés ou je ne sais quoi, c'est juste parce que voilà, ça simplifie un peu mon explication, sachant que je n'avais pas d'exemple à donner. J'aurais pu en trouver un, mais ça me paraissait plus simple de ne pas prendre d'exemple concret. Donc voilà, c'est pour ça que je parle en termes un peu simplistes, mais ne vous en offusquez pas. Donc pour continuer sur le narrateur interne vous empêche l'ironie tragique, c'est-à-dire vous empêche de manipuler les données et ce qui arrive au personnage, tout en laissant le lecteur au courant de ce qui se trame derrière. En gros, basiquement, le narrateur interne, c'est ce que vous voyez du monde. Et on sait tous que quand on raconte une histoire, on n'a pas envie de savoir ce que nous, on voit du monde. On a envie de savoir ce que nous, on voit du monde, plus tout ce qu'on se demande que les autres pensent et font autour. C'est ça qu'on veut, en fait. Donc, le narrateur interne peut être un peu frustrant par moments. Évidemment, vous avez toujours la possibilité, pareil, comme j'ai dit, donc vous avez la possibilité d'ajouter un passage à la narration omnisciente discrètement, voilà. Vous avez également la possibilité de mettre un chapitre où la narration n'est pas faite par le personnage que vous aviez choisi à l'origine. Et donc là, on a un petit changement de perspective. Vous glissez un petit truc qui permet l'ironie tragique. Le seul problème, c'est que, pareil, ça va couper le récit, ça va sembler un peu une carte joker un peu facile parce que vous n'aviez pas prévu que vous vouliez finalement pouvoir avoir des passages à la narration externe. Bref. Ça va sonner faux et je vous le déconseille personnellement. Vous pouvez prendre le parti de faire une narration interne, c'est votre choix. Mais une fois que vous avez pris ce parti, tenez-vous-y. De même qu'une fois que vous avez pris le parti de la narration externe, tenez-vous-y majoritairement. Pareil pour la narration omnisciente. Alors, la narration externe, vous, comme je l'ai dit, vous laisse un peu plus. C'est un bon compromis. Ça vous laisse un peu plus de marge pour raconter des éléments de l'univers que la narration interne ne permet pas forcément. Et en même temps, ça vous laisse de la marge pour tout ce qui est incohérence que vous pourrez justifier après en disant ouais, mais c'était pas la vraie vérité, c'était ce que pensait un personnage, c'était ce qu'on voyait de là où on était, mais en fait, derrière le canapé, il y avait un tel qui était caché. Je veux dire, c'est pareil, ça vous permet une certaine latitude. Donc finalement, c'est un bon compromis entre le narrateur omniscient et le narrateur interne. Et c'est, je le rappelle, mais le narrateur, c'est la principale source de vos lecteurs sur votre univers. Ce qui veut dire que
Le narrateur, c'est à la fois celui qui doit donner juste assez d'informations pour ne pas perdre le lecteur et juste tout à fait pas trop d'informations pour quand même euh, pour que votre lecteur ne soit pas noyé. Donc à la fois que votre lecteur ait les informations suffisantes pour comprendre ce qui se passe et en même temps qu'il ne soit pas noyé sous les informations, les nouvelles données, etc. Et votre narrateur votre narrateur, c'est aussi celui qui doit répéter les mêmes informations 50 fois dans le livre. Parce que si vous ne répétez pas vos informations 50 fois dans le livre, le lecteur, qui n'est pas là pour apprendre par cœur ce qui se passe dans votre univers, mais pour lire le livre, il va complètement oublier ce que vous aviez dit 3 pages plus tôt. Et j'insiste sur ce point, je pense que j'en parle à peu près à chacune de mes conférences, mais j'insiste vraiment sur ce point. Votre lecteur, si vous ne lui rappelez pas régulièrement certaines informations, certaines données, il ne va pas retenir. Imaginez un enfant, même un adulte, mais je dis un enfant parce que vous avez beaucoup plus de chances d'avoir été porté à dire des trucs à un enfant de façon répétée qu'à un adulte. Imaginez un enfant auquel vous essayez d'apprendre que 2 plus 2, ça fait 4. Sauf qu'en fait, à chaque fois que vous essayez de lui apprendre que 2 plus 2, ça fait 4, vous lui dites juste 2 plus 2, ça fait 4. Vous ne lui faites pas répéter, vous ne lui faites pas répéter un certain nombre de fois pour qu'il le retienne, vous ne le faites pas travailler avec cette information-là, vous lui dites juste « Ah tiens, 2 plus 2, en fait, ça fait 4 ». Ok, si vous lui dites ça une fois dans sa vie, il va arriver à la fin de sa vie, il n'aura jamais retenu que 2 plus 2, ça fait 4. Mais si vous lui dites ça tous les matins au lever, ou toutes les 3 pages dans votre livre, j'exagère parce que vous n'allez pas spammer les informations comme ça, mais si vous lui dites ça tous les matins au lever, au bout d'un moment, il va retenir que 2 plus 2, ça fait 4. Et je le rappelle quand même, mais dans l'apprentissage d'une langue, c'est comme ça qu'on fonctionne. C'est-à-dire que ce sont les mots que l'enfant identifie quand il entend ses parents, ses frères et sœurs, ses oncles et tantes parler. Parce que ces mots sont répétés des dizaines, des centaines, des milliers de fois, parce que il fait le lien entre un mot et les actions qui vont avec, les signes que lui montrent ses parents, ce genre de choses. C'est ça qui va permettre à l'enfant d'apprendre la langue. C'est comme ça qu'on apprend sa langue maternelle. C'est aussi pour ça que c'est, entre autres, beaucoup plus efficace que l'apprentissage de n'importe quelle autre langue. Parce que vous entendez les sons répétés des centaines de fois. Alors que dans les autres langues, vous voyez l'alphabet phonétique international et vous vous dites « Merde, comment ça se prononce déjà ?» Donc, l'idée générale, c'est que vous devez répéter un certain nombre de fois au lecteur un élément de votre univers. Normalement, c'est un univers qui intéresse votre lecteur, donc a priori, il y met un peu du sien, et voilà. Et puis, si vous parlez assez souvent de la même chose, il va avoir retenu parce que vous l'avez dit 3 pages avant, ou 6 pages avant, ou 9 pages avant, mais comme vous l'avez redit comme vous en avez reparlé de ce truc-là toutes les 3 pages, toutes les 3 pages, il s'est dit « Ah oui, c'est vrai, voilà, c'est ça ». Bref, en tout cas, peu importe, mais que ce soit un truc dont vous parlez souvent ou pas, si vous le répétez régulièrement, il va retenir. L'idée générale, c'est que vous ne voulez pas complètement perdre votre lecteur et en même temps, vous avez envie de tout lui dire. C'est vrai, je sais, j'ai envie de tout dire à mes lecteurs. J'ai envie que mes lecteurs soient aussi passionnés que moi sur mon univers et j'ai envie qu'ils en sachent autant que moi sur mon univers. Malheureusement, on ne peut pas avoir les deux. Je m'explique. Un lecteur qui va être vraiment passionné sur votre univers et vraiment se renseigner et qui est le genre de type qui va créer un dictionnaire des langues elfiques de Tolkien parce que vraiment le type avait que ça à faire de sa vie, quoi. Un lecteur comme ça, avant de devenir le type qui va prendre en main la compréhension des langues elfiques de Tolkien et de créer un dictionnaire de ces langues elfiques,
Ce type-là a dû être embarqué dans le récit. Et comment il a fait pour être embarqué dans le récit? Il a lu les Tolkien. Et Tolkien était juste captivant. Et il est tombé amoureux de Tolkien. Et quand je dis tombé amoureux, il est tombé amoureux de son univers, de son écriture, etc. Ce que je veux dire, c'est que avant d'être aussi captivé par votre univers que vous, un lecteur, il a dû lire votre récit et il a dû trouver ça captivant. Et donc, pour que vous puissiez donner toutes les informations de l'univers étendu, il faut déjà que vous donniez suffisamment peu d'informations pour que le lecteur ne soit pas complètement sous l'eau et qu'il ne soit pas en train de se noyer dans les informations, tout simplement. D'où le fait qu'on n'utilise pas un narrateur omniscient tout le temps, en fait, en continu, parce que c'est pas possible, parce que vous donneriez trop d'informations. En fait, il faudrait en gros, le narrateur que vous utilisez, je m'explique là-dessus parce que je ne voudrais pas que ce soit confus. Le narrateur que vous utilisez, basiquement, l'idée, c'est que votre lecteur en sait autant que le narrateur. Si vous utilisez un narrateur omniscient tout le temps, c'est-à-dire que à chaque fois que vous voyez quelque chose, par exemple une brique de lait, bon, une brique de lait, on sait ce que c'est, donc pas besoin d'explication. Le lecteur, si vous dites brique de lait, il va voir ce dont vous parlez. Mais si vous parlez, si c'était quelqu'un d'étranger à notre univers, et qu'il voit une brique de lait, lui, il verrait juste une brique, enfin un truc en carton rectangulaire. Voilà, il ne saurait pas grand-chose de plus dessus. Et pour que ce soit une narration omnisciente, il faut qu'il soit comme vous devant une brique de lait. C'est-à-dire que vous, devant une brique de lait, vous ne pensez pas, évidemment, vous ne pensez pas consciemment, c'est inconscient, mais inconsciemment, vous entendez dans votre tête, enfin vous entendez. Inconsciemment, vous savez ce qu'est une brique de lait, vous savez qu'il y a du lait dedans, vous savez que c'est une brique en carton avec de l'aluminium à l'intérieur et que c'est fait pour contenir du lait ou une brique de lait, logiquement, c'est fait pour contenir du lait, qu'il y a marqué lait dessus en gros dans X langue, Y langue, qu'il y a marqué les ingrédients et tout ça. Vous savez ça inconsciemment. Et donc, normalement, votre lecteur, pour une narration omnisciente, votre lecteur doit être informé de toutes ces informations-là en même temps qu'il les penserait idéalement ou logiquement s'il avait connaissance de ces informations. Je ne sais pas si je suis très claire, mais mon point, c'est que quand vous voyez l'équivalent d'une brique de lait dans votre univers que le lecteur ne connaît pas, si vous utilisez un narrateur omniscient, votre narrateur omniscient est obligé de décrire en détail ce que c'est que ce truc, cette brique de lait là. Parce qu'il est obligé de retransmettre les pensées ou les choses qu'aurait perçues le lecteur si le lecteur avait pu comprendre ce que signifiait brique de lait. Je m'explique. Quand j'introduis les Tereilles dans mon univers, donc pour rappel, les Tereilles, ce sont des sortes de cousins des lions d'origine atlante. Donc quand j'introduis les Tereilles dans mon univers, je suis obligée d'expliquer que ce sont des cousins des lions d'origine atlante, qu'il y en a 3 espèces, etc. Parce que vous, si vous étiez un personnage de mon univers, donc un Atlante en fait, si vous étiez un Atlante et que vous vous retrouviez nez à nez avec un Tereille, vous sauriez exactement ce que c'est qu'un Tereille. Vous sauriez que ça ressemble à un gros lion et qu'il y a une crinière. Bon, ça vous le verriez, vous me direz, mais vous sauriez que ça ressemble à un gros lion, qu'il y en a 3 espèces, que ça c'est qu'il y en a 3 races, que ça c'est telle race. Et voilà, vous sauriez toutes les informations à savoir. Que c'est un des animaux les plus rapides du monde, que c'est une monture de choix, que les Zougones les utilisent comme monture. Enfin, vous sauriez toutes ces informations-là, quoi. Donc, inconsciemment, ça viendrait à votre esprit quand vous verriez un Tereille. Et ben, dans mon livre, le moment où j'introduis les Tereilles, c'est un passage, il y a un passage à la narration omnisciente. Nécessairement, ce passage de narration omnisciente, je suis obligée de décrire toutes les informations que vous réalisez, que vous percevez, dont vous avez conscience au moment où vous croisez un Tereille si vous êtes un Atlante. C'est ça l'idée du narrateur omniscient. Et c'est pour ça que je dis que c'est impossible de d'écrire un livre complètement à la narration omnisciente, parce que ça veut dire que vous décririez
chaque petit objet, chaque petite altercation, tout en fait. Tout, tout, tout. Vous donneriez les explications de tout, excepté ce que le lecteur connaît déjà. Les briques de lait, genre par exemple, les briques de lait, vous n'auriez pas besoin de les décrire. Le sang, vous n'auriez pas trop besoin de décrire ce que c'est, voilà, on comprend ce que c'est. Mais autrement, vous seriez obligé de tout, 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 tout décrire. Et d'expliquer toutes les interactions qui peuvent être un peu ambiguës entre les personnages, le ton de la voix de chaque personnage, donc vous seriez obligé de tout expliquer, quoi, en permanence. Et c'est juste impossible. Donc, je vais passer à la deuxième partie, les autres sources. Parce que j'ai passé pas mal de temps sur cette partie-là, c'était une partie qui était assez importante pour moi. Je pense que je me suis peut-être un peu laissée emballer sur certains points, qu'on a peut-être légèrement dévié du sujet, mais je pense qu'on est quand même pas mal. Donc, on va passer à la deuxième partie, qui est donc les autres sources. Même si je pense que pour le coup, la troisième partie, j'en ai déjà parlé du coup. Mais c'est pas grave, j'approfondirai en troisième partie l'usage des sources. Donc les autres sources, quand vous écrivez un roman, très très souvent, vous mettez des annexes. La première annexe étant évidemment la couverture. Alors la couverture, vous avez plusieurs choix. Je pense que vous avez tous des romans chez vous, parce qu'a priori, si vous écrivez, c'est que vous aimez lire. Enfin, je dis ça, je ne juge pas les gens qui écrivent sans aimer lire, hein, mais en général, c'est ça. Je pense que vous avez tous des romans chez vous. Les couvertures de romans, il y en a certaines qui sont assez neutres, c'est-à-dire qu'elles ont une couleur, des symboles dessus, par exemple. On peut avoir des symboles. On peut avoir une couverture complètement épurée, mais c'est rare dans les romans de cosmopoésie, donc dans les romans qui présentent un univers fictif. C'est très rare. Généralement, on va avoir soit une couverture neutre, mais avec un symbole ou un certain nombre de symboles dessus, soit une couverture qui est carrément l'image d'un personnage, d'un lieu, d'une scène, peu importe, d'un élément de l'univers. Moi, par exemple, la couverture de mon premier livre représente Yorin, donc le personnage principal, devant une vallée qui est donc le Val de Vrestal, qui est la vallée où les Zugones résident, donc le peuple de Yorin réside pendant la majorité du récit en fait. Donc vous pouvez être amené à utiliser la couverture comme support. Vous pouvez aussi vouloir laisser un peu plus de suspense et utiliser seulement des symboles, mais les symboles vont être également des annexes, tout simplement parce que si vous parlez de ce symbole dans votre livre et que vous le décrivez de façon suffisamment reconnaissable, et ben au lieu d'avoir juste à l'imaginer tout seul, le lecteur va pouvoir se référer à la couverture, parce qu'il va comprendre que en fait vous parliez de la couverture quand vous parlez de ce cercle machin brillant, marqué par une étoile à 9 branches, enfin ce genre de truc. Si vous décrivez suffisamment bien le cercle, au lieu de juste se l'imaginer, votre lecteur va juste avoir à regarder la couverture et se dire « Ah bah c'est ça en fait ». Et donc, il n'aura pas besoin de l'imaginer, ce qui va être déjà un soulagement pour lui, et ce qui va permettre également que tout le monde soit d'accord sur ce que c'est que ce cercle que vous décrivez ou ce symbole que vous décrivez. De la même façon, alors c'est pas forcément vrai tout le temps, parce que je sais qu'il y a certains livres dont la couverture utilise une image d'un personnage qui n'est pas forcément identique au personnage décrit dans le livre, mais c'est le cas pour mon personnage. Mon personnage est exactement à l'identique, à part peut-être quelques éléments du style vestimentaire, mais sinon le personnage qui est sur la couverture de mon livre est exactement Yorin. De fait, ça veut dire que le lecteur peut se référer à la couverture pour savoir à quoi ressemble Yorin et il n'a pas besoin de l'imaginer de zéro. Donc, la première annexe de votre univers, c'est la première, enfin, j'allais dire la première de couverture, la couverture en général.
Il y a d'autres annexes que vous pouvez ajouter. Dans mon livre, par exemple, j'ai ajouté une carte de l'Atlantide dans le premier livre. Il y a d'autres éléments que vous pouvez ajouter, donc des cartes. Vous pouvez ajouter des éléments en dehors de votre livre, mais là, j'ai commencé par le livre, donc des cartes, des arbres généalogiques. À la fin de mon univers, pardon, à la fin de mon roman, je décris rapidement le calendrier Atlante. Vous pouvez ajouter votre calendrier, donc une description des mois, des années, éventuellement un bref historique de votre univers. Dans certains livres, il y a des lexiques à la fin, ce genre de choses. Il faut juste faire attention à un élément. Et on retombe sur l'histoire du narrateur, c'est que si vous écrivez un lexique, à moins que vous ayez marqué en tête du lexique lexique créé par le scientifique, le fameux scientifique émérite, le scientifique émérite, machin bidule. Dans ce cas-là, vous pouvez dire ouais, mais en fait, machin bidule, voilà, c'est un grand scientifique, mais en fait, voilà, il y avait un truc qu'il savait pas sur cet animal-là ou sur cette plante-là, donc je vais l'apporter maintenant, je vais l'indiquer maintenant. Ou sur cet animal-là, bah, il pensait ça, mais en fait, c'est pas exactement vrai. Si vous donnez cet élément, voilà, vous pouvez modifier certains paramètres, mais de façon générale, si vous ne donnez pas d'éléments, c'est-à-dire par exemple, moi j'ai juste appelé le calendrier avec les explications historiques, etc. à la fin de mon livre, je l'ai appelé calendrier Atlante. À partir de là, on peut considérer que globalement, c'est comme de la narration omnisciente, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de faux trucs dedans. Bon, je ne suis pas obligée de donner 100% des informations, évidemment, hein, ça reste un document partiel parce que c'est juste un calendrier, quoi, mais je suis obligée de me tenir à ce que j'ai écrit. Sauf à rééditer le livre, évidemment, je change de truc, mais là, c'est un gros joker, pas très très orthodoxe, on va dire. Bref, à part ça, on est obligé de s'y tenir. Donc là, il faut encore faire attention à l'idée de narration externe, narration omnisciente. Si vous donnez une information, narration interne, narration omnisciente, si vous donnez, si vous mettez une annexe et que vous l'avez décrivée comme une information, on va dire, incontestable, ou en tout cas vous ne laissez pas entendre que ça peut être contestable ou que ça peut être partiel, d'office, cette annexe devient la vérité. Par exemple, ma carte, la carte que j'ai mise dans le livre, au début, j'ai juste appelé ça carte de l'Atlantide. Et après, j'explique à un moment dans le récit que voilà, en fait, c'est la carte qui a été cartographiée par un tel à telle époque et que bah, il manque cette information-là sur la carte parce que bon, cette ville-là était en ruine et que du coup, bah, on n'a pas jugé bon de la mettre, sachant qu'elle était proche de notre ville, blablabla. Et là, j'explique tout un truc. Mais j'ai été obligée d'inventer cette explication justement parce que je l'ai réalisé qu'il manquait une ville sur ma carte. Et c'est une vraie histoire, j'ai vraiment réalisé qu'il manquait une ville sur ma carte et j'ai dû inventer toute l'explication de pourquoi cette ville n'apparaît pas sur cette carte, qui est censée être une description pure et simple de l'Atlantide. Alors évidemment, le fait que ce soit une carte, j'ai pu dire ouais, mais en fait, c'est une carte, ça a été cartographié par quelqu'un. Donc voilà, j'ai pu inventer une histoire en disant voilà, c'est un tel qui l'a cartographié, et voilà pourquoi bah, c'est pas exact. Mais le mieux, c'est de le mettre dès le début, c'est-à-dire que vous mettez carte du grand cartographe un tel. Attendez. Donc je disais. Donc j'ai dit carte, j'ai dit arbre généalogique, j'ai dit calendrier, historique, lexique. Je pense que c'est à peu près ça. Vous pouvez, ah oui, si. Vous pouvez également évidemment ajouter des images en dehors de votre couverture.
qui peuvent être des images faites par vous, du fan art ou autre. Vous pouvez les intégrer dans votre récit, dans votre roman, pardon, en annexe, donc soit à la fin, mais bon, généralement, voilà. Le mieux, c'est de le mettre directement dans le récit. Généralement, soit on met une description, soit on met, pardon, un dessin d'un personnage, soit on met carrément un dessin d'une scène. Dans quel cas, effectivement, vous avez une description, enfin, vous avez un dessin du personnage, mais en même temps, vous avez accès, enfin, le lecteur a accès à une scène du récit que vous mettez, j'allais dire mettez en scène, que vous décrivez, enfin, que vous représentez en dessin. De la même façon, vous pouvez intégrer des symboles, voilà, les dessins, de la façon dont, enfin, peu importe le dessin que vous voulez intégrer, vous pouvez tout à fait intégrer un dessin, donc soit un dessin d'un personnage, soit un dessin d'un lieu, soit un symbole, soit autre chose. Vous pouvez en truffer votre récit. Voilà, ça c'est la dernière annexe que vous pouvez apporter. Et il y a évidemment la deuxième catégorie d'annexes. Là, je parle simplement des annexes apportées par l'auteur directement, hein, c'est-à-dire pas intégrer au récit vraiment purement ce que vous créez, ce que vous ajoutez. Et je parle même pas de l'univers étendu créé par les fans. Là, on parle vraiment du lecteur, de l'auteur, pardon, et de ce qu'il met dans son œuvre, dans son roman, dans ses romans autour, sur le même univers, voilà. Donc, l'autre type de source, c'est les sources que vous apportez à travers d'autres documents. Pour rester sur l'exemple de Harry Potter, il y a pas mal de sites, alors je sais pas sur les sites officiels s'ils sont vraiment créés par J.K. Rowling ou pas. Je me suis pas renseignée, j'avoue, c'était pas le plus pertinent. Mais, enfin, c'était pas la question qui m'intéressait le plus, mais en tout cas, si c'est vraiment créé par J.K. Rowling, ça fait partie des sources extérieures. Le site sur lequel vous pouvez, par exemple, faire déterminer à quelle maison vous appartiendriez, c'est une partie de l'univers étendu créé par l'auteur. Un autre élément de l'univers étendu créé par J.K. Rowling, donc qui est un élément de l'univers qu'elle apporte à travers autre chose que son œuvre principale originelle. C'est par exemple les 3 livres, donc le Quidditch à travers les âges, les contes de Bidal le Barde et les animaux fantastiques. Le livre de... Comment il s'appelle? Je l'ai chez moi en plus. Ah là là. Le livre de... Norbert Dragono, oui, le livre de Newt Scamander, en anglais d'ailleurs, il s'appelle Newt Scamander. Norbert Dragono, donc, qui est un livre scientifique, plus ou moins scientifique, qui décrit les animaux, chaque espèce d'animaux, et où on peut les trouver, quel est leur habitat, quelle est leur nourriture, tout ça, qui est assez intéressant, qui est très amusant, et qui apporte des données sur l'univers. Tout comme les contes de Bidal le Barde, qui permettent à un lecteur qui s'intéresserait vraiment beaucoup à l'univers d'Harry Potter de savoir de quoi on parle quand on parle des contes de Bidal le Barde dans Les Reliques de la Mort. Donc ça fait partie de ce que l'auteur, de ce que vous, en tant qu'auteur, vous pouvez apporter pour un lecteur qui serait particulièrement féru de votre univers et qui seraient donc des annexes au roman principal, à l'histoire principale. Et j'insiste sur ça quand je parle de roman principal, d'histoire principale. Je ne compte pas les séries, pardon.
Je ne compte pas les séries dérivées comme des annexes, c'est-à-dire je ne compte pas les Animaux Fantastiques, la série de films, comme étant des annexes de Harry Potter qui permettent de connaître des informations sur l'univers. Non, non, ça s'appelle. Ce sont des annexes que vous pouvez créer de vous-même. C'est-à-dire que vous pouvez décider d'ajouter une encyclopédie à votre univers en ayant déjà un roman. Je lis coupure, je sais pas ce que ça veut dire. Ah, depuis combien de temps exactement? Alors, on me dit, la personne qui retransmet le live sur Twitch et Twitter me dit j'ai eu une coupure de connexion. Alors, je ne sais pas exactement depuis quand. Donc, j'aimerais bien avoir l'information pour savoir si je dois reprendre ou pas. T'as raté combien de temps? Une minute? Non, mais je te demande, en fait, je te demande où est-ce que ça a coupé. Où est-ce que ça s'est arrêté? Parce que je vais juste le redire. Bah, sauf si on s'en fout, mais je pense avoir dit des choses très pertinentes. Le début de ma phrase. Alors, je vais reprendre un petit peu en arrière. Donc, j'ai dit que je ne comptais pas les autres histoires, les autres romans qui se passent dans le même univers comme des annexes. Je compte ça comme des histoires à part. Et j'ai ensuite embrayé en parlant des encyclopédies, euh, des livres comme les livres de contes qui sont censés exister dans votre univers, le livre des animaux fantastiques qui est également un livre qui est censé exister dans l'univers d'Harry Potter. Et les autres, enfin, et les encyclopédies qui sont donc, il me semble qu'il y a un nom pour ça, le fait de faire des encyclopédies fictives, enfin sur un univers fictif, mais qui peuvent tout à fait être des annexes à votre roman pour un lecteur très féru de votre univers qui aurait envie de découvrir plus avant votre univers. De la même façon que pour les annexes que vous intégrez à votre livre, je vous conseille également de faire comme J.K. Rowling, c'est-à-dire de le faire écrire par un tiers, entre guillemets. Je m'explique. Quand je parle de faire écrire par un tiers, je veux dire que officiellement, l'auteur des Animaux Fantastiques, le livre de science, officiellement, son auteur, c'est Norbert Dragono. Alors, dans notre univers, officiellement, c'est J.K. Rowling, mais ce que je veux dire, c'est que un lecteur qui lit Les Animaux Fantastiques de Norbert Dragono, dans sa tête, il se dit potentiellement, c'est les informations que Norbert a sur les dites créatures, mais potentiellement, voilà, il n'a pas toutes les informations non plus, toi. C'est pas impossible. C'est pareil pour le Quidditch à travers les âges, et bon, pas pour les contes de Bildad logiquement, mais en tout cas, c'est pareil pour le Quidditch à travers les âges. Donc, les vos encyclopédies, enfin ce genre de livres, je vous conseille vraiment, si vous voulez en écrire, de bien dire, voilà, c'est écrit par telle personne.
Parce que personnellement, je vais me lancer, j'en ai parlé plusieurs fois ici, mais je vais me lancer dans l'écriture de paroles, qui est donc mmh, une sorte de bible, mais de mon univers. Je sais pas comment dire ça, mais en fait, comme c'est censé être la vérité absolue, tout simplement parce que j'avais envie de décrire des choses, qui ne sont pas censées être connues par les personnes par aucun personnage de l'univers. Donc c'est techniquement la vérité absolue sur mon univers, pas sur l'histoire de mon univers. Je j'ai une petite complexité qui est que tout ce que j'écris, bah, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est comme gravé dans du marbre. C'est-à-dire que tout ce que j'écris dans parole, c'est censé être une description pure et simple de l'histoire telle qu'elle s'est réellement passée. C'est pas quelqu'un qui raconte l'histoire, c'est genre un livre dont les pages apparaissent toutes seules au fur et à mesure que l'histoire se passe et qui décrit littéralement ce qui se passe. Oui, c'est compliqué, mais je connais pas les World Building Bibles. J'ai un magnifique accent anglais. Je connais pas du tout, mais donc je sais pas si ça correspond à ça, mais oui, je pense que ça correspond à ça. Sauf que c'est vraiment une histoire, c'est comme un livre sacré, mais c'est vraiment une histoire de l'univers, donc il n'y a pas d'informations. Ouais, voilà, c'est ça. C'est bien ce que je pensais que c'était une encyclopédie. Il n'y a pas d'informations de type encyclopédique, justement, dans parole. C'est vraiment de l'histoire. En gros, je raconte ce qui s'est passé littéralement pendant les 46 milliards d'années d'existence de la Terre, enfin du Mondion, et les 4 milliards d'années d'existence du monde précédent qui s'appelle donc le monde déterminé, parce que j'ai fait la flemme des trucs. Le monde déterminé parce qu'il était déterminé et que c'était logique qu'on lui donne pas de nom. Voilà, j'ai décidé. Bref, l'idée générale, c'est que Parole, ça va être une entreprise qui va être très compliquée parce que une fois que j'aurai fini Parole, je pourrai plus rien changer à toute l'histoire que j'ai écrite dans Parole, puisque techniquement, c'est censé s'être passé tel quel. Alors évidemment, j'ai une faible latitude sur le fait que, par exemple, je vais pas tout écrire dedans. Hein, je peux pas décrire 50 milliards d'années en même plusieurs milliers de pages, c'est impossible. Donc j'ai une latitude à ce niveau-là, mais ça risque d'être très très compliqué quand même. C'est une entreprise que moi, qui m'amuse, mais je vous conseille pas forcément de vous lancer dans un truc comme ça. En revanche, des annexes comme les encyclopédies, donc les bibles de cosmopoésie, mais globalement les encyclopédies de cosmopoésie, ce sont des entreprises faisables, et ce sont des trucs amusants, et ce sont des trucs qui vous permettent de parler de votre univers, de décrire votre univers sans avoir besoin de, euh, comment dirais-je, bah, tout simplement de casser le rythme du roman ou de perdre vos lecteurs, de noyer vos lecteurs, enfin tout ça quoi. Donc vous pouvez faire un roman qui est romanesque, littéralement, et vous permettre d'autre part d'aborder toute la partie de votre univers que vous vouliez décrire dans votre roman dans une encyclopédie à part qui permette euh, de... je sais pas comment dire, de donner toutes les informations que vous avez envie de donner sans noyer de lecteur. Vraiment, je pense que c'est ça l'idée en fait. Alors, je dirige juste quelqu'un vers ce serveur puisque quelqu'un vient me dire qu'il était intéressé par la conférence. C'est un peu tard au bout d'une heure de conférence, mais pourquoi pas. Donc le cercle des cosmopoètes. Ah oui, je n'ai pas rentré ce mot dans mon dictionnaire.
Cosmo Poète. Voilà. Alors, je continue, en espérant que cette personne nous rejoigne. Je continue. Donc, les documents annexes qui sont soit dans l'œuvre, soit autour de l'œuvre, c'est une source pour votre lecteur. Quand c'est en dehors de votre œuvre, c'est une source pour un lecteur qui serait particulièrement féru de votre univers, mais ça reste une source pour votre lecteur. Mais il existe un autre type de source en dehors du narrateur et en dehors des documents annexes, qui sont les informations délivrées par vos personnages. J'en ai déjà parlé, pour ceux qui n'étaient pas là au début de la conférence, j'en ai déjà parlé quand j'ai parlé de la narration, puisque j'ai dit que si vous vouliez, vous pouviez utiliser un autre personnage pour donner une information sur le récit sans vous mouiller et vous obliger à garder les choses figées telles quelles. Parce que forcément, si c'est un de vos personnages, par exemple, au détour d'une conversation, qui raconte que l'histoire de la création de son pays, ou je sais pas quelle légende, ou que je sais pas quel animal a telle ou telle propriété, qui raconte une histoire, qui décrit quelque chose, qui explique une partie de votre univers, genre la magie dans votre univers et tout. Ce qu'il va décrire, ce n'est jamais que sa compréhension de la réalité de votre univers. C'est marrant de parler d'univers fictif parce que t'es amené à dire des trucs comme la réalité de votre univers, alors que logiquement il n'y en a aucune. Bref. La dimension, l'usage d'un personnage, d'un tierce personnage, donc qui met ni votre narrateur, ni votre lecteur, logiquement, elle vous permet de faire passer ces informations, comme je le disais, en vous laissant une latitude de votre côté, c'est-à-dire en pouvant à tout moment décider que, en fait, ouais, non, en fait, ça marche pas comme ça, parce que là, ce serait trop incohérent avec ce que vous avez envie d'écrire, et donc on va un petit peu modifier ce truc-là pour... voilà, en fait, c'est pas qu'on a menti, c'est juste que le personnage n'était pas au courant, c'est tout, voilà. Et ça vous permet de justifier que vous apportiez des changements à l'histoire, à votre univers, au fil de l'écriture de l'histoire. Donc ça, c'est pour des documents qui seraient, des informations qui seraient apportées par un personnage de l'histoire. Et pour simplifier un peu, quand un personnage apporte une information, c'est un peu comme ce qu'on peut avoir dans la narration interne. C'est-à-dire que dans la narration interne, tout ce que vous pouvez décrire, c'est forcément ce que votre personnage sait. Votre narrateur interne sait. Et c'est les réflexions qu'il produit dans sa tête. Ce qui veut dire que vous ne pouvez pas commencer à décrire un truc si c'est pas votre narrateur qui est en train de le penser dans sa tête. Parce que c'est une narration interne. Et les informations provenant d'un personnage, elles sont tout aussi limitées que la narration interne. Et quand je dis limitée, je dis ça dans le meilleur sens du mot possible, évidemment, puisque la limitation imposée par la narration interne, ou dans le cas dont je parle, de l'apport d'informations par un personnage, c'est ce qui vous permet à vous d'être totalement libre et indépendant au niveau de ce que vous voulez vraiment laisser dans votre univers à terme, ou ce que vous voulez retirer pour ajuster votre univers aux besoins, au cours que peut prendre l'histoire, à vos envies. Alors, je tiens juste à rappeler que si vous avez donné une information parce qu'elle servait à une partie de l'intrigue,
et que vous voulez la modifier après pour qu'elle serve une autre partie de l'intrigue dans sa version modifiée, il faut forcément que la deuxième version soit cohérente pour le coup avec les deux parties de l'intrigue que cette information était censée servir. Je m'explique. Si vous expliquez que la magie dans votre univers, tout simplement, en fait, elle s'appuie sur le mana, qui est donc une substance un peu chelou, qui se trouve dans certains individus et pas d'autres. Parce que vous avez envie de faire en sorte qu'il y ait des mages et puis il y ait des non-mages. Voilà, vous avez envie. Ok, très bien, votre choix. Si vous expliquez ça, et qu'après vous décidez que finalement, n'importe qui peut devenir un mage avec suffisamment d'entraînement, il faut que vous trouviez une explication qui justifie que n'importe qui puisse devenir un mage avec suffisamment d'entraînement. Si vous dites du jour au lendemain, ouais, mais en fait, finalement, tout le monde là a du mana en lui-même, mais c'est juste que, en fait, il faut apprendre à le maîtriser. C'est super, hein, c'est très très intéressant comme théorie, mais ça veut dire que la première partie de l'intrigue que vous aviez créée, c'est-à-dire la partie où vous disiez que basiquement, il y avait des gens qui ne pouvaient pas devenir mages, ça tombe à l'eau. Ça veut dire que votre personnage qui ne pouvait pas devenir mage au début, finalement, en fait, il aurait pu s'il avait eu envie. Ce que vous pouvez faire, c'est... Donc le but, c'est de trouver des explications qui justifient deux parties de l'intrigue. Ce que vous pouvez faire, par exemple, dans le cas que j'ai cité, c'est décider que tout simplement, effectivement, on a plus ou moins de mana à la naissance, mais peu importe la dose de mana que vous avez, vous pouvez la maîtriser ou ne pas du tout apprendre à la maîtriser. Et dans ce cas-là, ça veut dire que certains personnages ont trop peu de mana pour produire quelconque magie, mais en même temps, ça veut dire que certains de vos personnages qui à l'origine n'étaient pas des mages peuvent apprendre à maîtriser la magie tout simplement parce qu'ils ont finalement assez de mana en eux, mais c'est juste qu'ils n'avaient pas appris à maîtriser cette magie. Donc ça vous laisse un compromis qui permet de justifier les deux parties de l'histoire, c'est-à-dire la partie où certaines personnes sont incapables de faire de la magie et la partie où certaines personnes qui ne pouvaient pas faire de la magie peuvent en fait recevoir une formation qui leur permet de faire de la magie. Certains récits impliquent plusieurs points de vue en séparant la police d'écriture avec au début du factuel puis le narrateur, genre tous les Robin Hood. Alors je connais pas du tout. Je connais des récits avec plusieurs narrateurs internes. Je connais même des récits qui alternent entre un narrateur interne et un narrateur externe qui suit un autre personnage. Euh, mais le délire des polices d'écriture et de mélange entre l'encyclopédie et le roman, je connais pas trop, non. Mais ça peut être intéressant, hein. Enfin, je veux dire, vous explorez vos possibilités. Moi, je ne donne jamais que ce que je connais et mon point de vue. Genre, au début, c'est juste une anecdote factuelle en italique et ou en moins gras, puis de 3 étoiles et la suite du récit. Ok, je sais pas exactement ce que tu entends par anecdote, mais ça peut être une façon intéressante de l'aborder. Enfin, je veux dire, vraiment, il y a beaucoup de possibilités. Tout ce que je dis là, c'est un certain nombre de possibilités que je vous expose. Ce sont des éléments qui peuvent vous aider à créer votre récit, votre univers, tout ça. Mais imaginez bien que vous n'êtes pas fermé, que ce n'est pas fermé et que ce que je dis, c'est juste ce à quoi j'ai pensé. Et généralement, c'est même ce à quoi j'ai pensé sur le coup parce qu'il y a beaucoup de choses auxquelles je pense pas sur le coup quand je parle. Ou même plusieurs jours avant, quand je suis en train de faire mon plan de conférence. Enfin, vous voyez, c'est... Donc, il y a aussi des choses que je ne connais pas parce que je n'ai pas la science infuse. Donc n'hésitez pas surtout à aller vous renseigner, à prendre des idées autour et même à exploiter vos propres idées, évidemment, puisque vous êtes tous des êtres doués d'intelligence et que vous avez vos propres idées. Je vais passer à la troisième partie, donc comment utiliser les sources. Alors j'en ai déjà parlé un peu tout au long de la conférence, donc
Voilà, ne vous inquiétez pas trop si vous avez l'impression que c'est une redite. Mais en réalité, ça va plutôt me permettre d'approfondir cette partie. Alors, comment utiliser les sources? Quand vous écrivez un roman ou que vous faites un film dont l'histoire se passe dans votre propre univers, euh, dont l'histoire se passe dans votre propre univers, vous êtes confronté à un problème majeur qui est que très souvent, vous êtes vous avez des incohérences parce que tout simplement vous n'avez pas imaginé l'intégralité de votre univers avant de commencer à écrire, c'est normal. Hein, personne ne peut imaginer l'intégralité de son univers avant de commencer à écrire. Donc vous êtes souvent, nous sommes souvent amenés, les cosmopoètes, à modifier certaines parties de notre univers, ou simplement quand on écrit, certaines données sont inventées après, et donc forcément vont modifier certaines, vont être en opposition ou rendre incohérentes certaines parties de votre récit. Généralement, le principal, les principaux problèmes de ce type vont être aplanis avec les différents jets, donc les différentes versions de votre roman que vous allez faire. Évidemment, c'est quelque chose qui va quand même vous suivre dans tout votre récit, mais on va dire les principales incohérences vont être aplanies dans votre relecture de votre premier livre. Euh, Quand on parle de jet, on parle vraiment de réécriture même. Et si je vous montrais mon premier manuscrit que j'ai écrit quand j'avais 15 ans, la première version des premiers chapitres de mon livre, je pense que vous demanderiez un peu quel est le rapport avec ce que j'écris maintenant. Et pas seulement parce que mon style s'est quand même grandement amélioré, parce que j'écrivais quand même très 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 mal à l'époque, mais, mais aussi parce que forcément, il y a des choses qui étaient incohérentes, que j'ai changées. Il y a des personnages que j'ai modifiés, auxquels j'ai créé une identité qui était davantage propre. Yorine changeait un peu au gré de mes humeurs. Voilà, à un moment donné, je me suis dit non, ce personnage est comme ça et il ne peut pas faire cette action-là de cette façon-là à ce moment-là du récit. Donc, il faut que je modifie un minimum. Euh, Yurine ne s'énerve pas pour rien. Yurine n'est pas insupportable. Il n'insulte pas les gens. Enfin, c'est pas une personne complètement tarée, quoi. Donc, c'est un personnage plutôt positif, mais c'est mon choix parce que je préfère un héros plutôt positif. Je suis très vieux jeu, mais dans tous les cas, euh, ça me semblait impossible de continuer avec un personnage qui était tel que je l'avais décrit dans le premier livre, c'est-à-dire que j'écrivais un peu au fil de la plume, pardon, dans la première version, j'écrivais un peu au fil de la plume et je balançais un peu ce que je voulais. Et puis il y avait des moments où il pétait des câbles et il y avait des moments où il était très très gentil, très généreux. Et puis il avait cette image un peu où les gens le prenaient un peu pour un saint. Alors les gens le prennent toujours pour un saint. La différence c'est que maintenant il agit vraiment comme un saint. Donc maintenant il est assez cohérent avec son persona, sa persona. Donc pour moi c'est un incontournable. C'est un élément incontournable. Quand vous écrivez vos différents jets, il va forcément y avoir des mises à jour. Vous allez devoir aplanir des éléments, vous allez devoir modifier des éléments. Mais avant de publier votre livre, assurez-vous que vous ayez aplani et rendu cohérent le maximum d'éléments dans votre histoire.
C'est capital parce que franchement, quand je relis mon premier livre, sans parler du nombre incroyable d'incohérences qu'il y aurait avec ce que j'écris maintenant, quand je relis mon premier jet, déjà il y a beaucoup de choses qui ont évolué. Et il y a beaucoup de choses. Je prends le temps de le dire avec les bons mots. Hein. Il y a beaucoup de choses que j'ai imaginées depuis et qu'il fallait donc que j'intègre dès le début du récit parce que je me suis rendu compte, enfin, j'ai imaginé certaines choses par la suite et je me suis dit que c'était juste pas possible de les amener comme un cheveu sur la soupe. Ou certains éléments, par exemple, j'ai toujours détesté ce truc-là. Vous savez, quand vous avez une série, par exemple une série télévisée, je prends cet exemple parce que c'est un peu le plus caricatural, mais moi ça m'énerve. Vous savez, vous avez une série télévisée et juste au début de l'épisode, vous avez vous avez un élément de la série qui va vous permettre de comprendre ou de justifier la suite de l'épisode. Et c'est un élément qu'on a vu dans aucun autre épisode. Et vraiment, j'ai l'impression que les auteurs, ils s'inventent au fur et à mesure. Alors, ils disent, ah ouais, là, je vais rajouter ça parce que j'ai pas d'idée sur quoi faire dans cet épisode. Et vraiment, ça m'exaspère. Et j'ai fait ça à un moment. Alors, j'ai fait ça un peu sans le vouloir. Mais à un moment dans mon récit, Alors, je vais essayer de le dire avec le moins de spoil possible. Ça va être très compliqué. À un moment dans mon récit, un ange. Ah là là, ça va être très très compliqué. Il y a un des personnages de mon récit est un ange et les anges ont des dons. Le don, c'est quoi? C'est une capacité spéciale que chaque ange a à la naissance qui est différente en chaque ange. Et chacun a la maîtrise de son propre domaine, voilà. Qui peut être un truc plus ou moins spécifique. Et j'ai un personnage, un ange, pardon, qui maîtrise le feu. C'est-à-dire qu'il peut créer du feu avec ses mains, basiquement, hein, voilà. Sauf que à un moment donné, il est devenu un peu hors de contrôle et il a quand même, il a un peu mis le Mondion à feu et à sang. Et j'ai donc décidé que, j'avais imaginé tout ça, j'avais imaginé qu'il mettait le Mondion à feu et à sang, j'avais imaginé que on était obligé de le contrôler, que pour le contrôler, on était obligé d'endormir son don, donc de l'empêcher d'accéder à toute une partie de son don. Et à un moment donné, je me suis dit que voilà, à tel moment dans l'histoire, ce personnage-là allait retrouver la possession, la capacité d'utiliser son don parce que ça fait 40 milliards d'années et qu'il était censé le recouvrer petit à petit, mais qu'il n'avait jamais réussi à le récupérer. Et là, d'un coup, il y a un déclencheur, il y a un élément déclencheur qui fait qu'il récupère son don. Et tel que j'avais écrit dans le récit, ça arrivait d'un coup, et on avait l'explication après. Et je déteste ça. Je déteste le fait, il y a une histoire, il y a un élément qui arrive, et on a l'explication soit juste avant, soit juste après. Comme si, en fait, l'auteur avait eu la flemme de réfléchir dans la durée. Ça m'exaspère au plus haut point. C'est quelque chose, moi, je l'avais imaginé depuis longtemps, et j'avais imaginé toute l'histoire depuis longtemps. C'est juste que, en fait, l'histoire de ce personnage-là, je l'explique, genre 3 livres après. Donc, quand je dis ça, au moment où il recouvre son don, le lecteur n'est pas au courant de l'histoire qu'il y a derrière. Et donc, pour le lecteur, ça arrivait comme un cheveu sur la soupe. Et moi, je trouvais ça insupportable. J'avais l'impression, pour moi, ça, c'est un truc incohérent dans un récit. C'est-à-dire, votre truc, il arrive comme un cheveu sur la soupe. On a l'impression que vous avez juste envie de mettre un passage comme... Et après, on cherchera l'explication plus tard, quoi. Moi, je trouve ça insupportable. Vraiment. Et donc, je me suis dit, je ne veux pas faire ça dans mon livre. Donc, j'ai changé mon premier livre. J'ai changé les 2 premiers livres et j'ai introduit des éléments où, en gros, j'expliquais à quelques endroits du livre
mais de façon à ce que le lecteur puisse savoir qu'effectivement c'était déjà prévu d'avance, que ce personnage-là avait perdu l'usage de son don et qu'il n'était plus capable de faire du feu alors qu'avant il était capable de le faire et que c'était quelque chose qui lui manquait terriblement, qu'il voulait le récupérer et qu'il était censé pouvoir le récupérer mais qu'il n'y arrivait pas et tout. Bref, en gros j'ai mis les éléments qui justifiait que effectivement c'était pas totalement incohérent et j'avais pas juste eu envie que ouais bah en fait Prométhée il pouvait faire du feu avec ses mains et il a perdu la possession de son don mais hop c'est revenu d'un coup par magie. J'avais envie de montrer à mon lecteur que c'était pas magique, enfin que ça lui retombait pas, enfin que c'était pas un truc que j'avais inventé sur le coup quoi. Pour moi l'invention, enfin pas vraiment l'invention forcément mais l'intervention vraiment d'éléments sorti de nulle part, ça fait partie des incohérences. Et ça fait partie des incohérences qu'on peut gommer à la relecture, avant publication. Mais ça fait aussi partie des incohérences qu'on peut justifier grâce aux sources. Qu'on peut... alors, justifier, c'est peut-être pas le bon mot, mais qu'on peut ajuster, que les différentes sources permettent d'étayer. Par exemple, comment est-ce que j'ai introduit un peu plus tôt l'histoire du don de Prométhée et le fait qu'il avait perdu l'usage, enfin, il en avait perdu l'usage, mais qu'il était censé pouvoir le récupérer, mais qu'il avait toujours pas réussi à le récupérer. Bah, simplement, j'ai mis des échanges entre deux personnages à un moment, enfin, à plusieurs moments du récit, euh, des explications, des trucs que Yorin entend à un moment ou simplement des conclusions, des choses auxquelles Yurin pense, des conclusions qu'il tire de certains trucs qu'il voit, voilà, ce genre de choses. Mais l'idée, c'est que dès le début, bon alors c'est pas le premier élément que je raconte dans le premier livre, mais dès le début du premier livre, j'introduis cette idée que du Prométhée avait ce don-là et que il l'a plus, mais qu'il aimerait beaucoup le récupérer et qu'il il lui manque son don. Parce que si vous introduisez pas cet élément, bah quand le don de Prométhée revient, bah tout le monde s'en fout en fait. Alors que en vrai, quand le don de Prométhée revient, Prométhée est tellement heureux quoi. Enfin, ça vaut, ça vaut tout pour lui, ça vaut tout l'or du monde pour lui. C'est le truc qu'il attendait depuis 40 milliards d'années. Je sais pas si vous vous rendez compte à quel point c'est long, 40 milliards d'années, mais même moi je m'en rends pas compte. Et je veux dire, c'est énorme. Et si vous introduisez, il y a des éléments comme ça, si vous les introduisez pas dès le début de votre récit, non seulement ça va paraître incohérent, mais en plus vous n'arriverez pas à faire ressentir ça au lecteur. Votre lecteur, il pourra pas se dire oh, il a enfin récupéré son don. Ça fait 2 livres, 2 livres qu'on nous parle du don que Prométhée a perdu et c'était tellement horrible pour lui, il l'a enfin récupéré. Là, le lecteur, il va juste se dire qu'est-ce que ça vient foutre là? Depuis quand Prométhée peut faire du feu avec ses mains? Alors qu'en vrai, c'est un élément que j'ai créé il y a super longtemps, tu vois, et que ça fait super longtemps que c'est décidé dans mon univers. Il y a des choses comme ça fait partie des incohérences et ça fait partie des choses que, si vous voulez les faire ressentir au lecteur, vous devez les introduire très tôt dans le récit. Vous pouvez le faire grâce aux différentes sources que vous utilisez. Mais les différentes sources vous permettent aussi de gommer des incohérences de type j'allais dire vraiment incohérentes. Ok. Bah oui, c'est ça en fait, des vraies incohérences. Je m'explique. Quand je parle de vraies incohérences, je veux dire des trucs qui sont vraiment contradictoires dans votre récit. Contradictoires ou différents de ce que vous aviez prévu à l'origine. Et là, on ne parle pas de relecture et de modification à la relecture. On parle de vous qui décidez, après avoir publié votre premier livre, que vous avez terriblement envie de changer cet élément dans votre univers et que c'est un peu trop tard parce que vous avez publié le livre dans lequel vous expliquez cet élément. Mais heureusement,
C'est pas le narrateur omniscient qui a dit ça. Heureusement, c'est juste la carte de l'Atlantide que vous aviez introduite dans votre univers, ou c'est juste l'explication du professeur au début de l'univers, où un professeur d'histoire-géographie au début de mon premier livre, raconte rapidement ce que c'est que la Terre, ce que c'est que les raids, ce que c'est que l'Atlantide, comment tout ça s'agence, bref, ce que c'est que le Mondion et comment ça se passe dans le Mondion. Et du coup, là, vous pouvez toujours dire que, ouais, bon, après, voilà, c'est juste un propre d'histoire, hein, il n'a pas la science infuse, ou c'est juste une carte qui a été créée par un cartographe, a priori, à la base. Donc voilà, ça peut ne pas être une carte totalement exacte, ou alors il peut y avoir des éléments manquants. Voilà, vous pouvez décider, enfin, vous pouvez vous organiser, en fait, pour gommer les incohérences, pour ajuster des éléments de votre univers, parce que les sources que vous avez données, ben, c'est pas des sources absolues, en fait. C'est pas la science absolue. Et ne rigole pas de ma carte. Elle est très bien, ma carte. Alors, la personne qui parle de ma carte, c'est une personne qui est en train de me faire une carte de mon univers, donc c'est pour ça qu'il sait très bien de quel carte je parle. Je précise pour les auditeurs. Alors, tant que je parle de cartes, comme je vous l'ai dit, c'est un élément que j'ai inventé dans mon deuxième livre, que cette carte avait été faite par tel cartographe en telle année, et que du coup, à l'époque, telle ville était en ruine, et que c'est pour ça qu'elle apparaît pas sur la carte. Mais fondamentalement, même si j'avais pas précisé que cette carte avait été faite par ce cartographe, fondamentalement, une carte a forcément été faite par un cartographe. Ok, en revanche, fondamentalement, le moment où j'explique ce que c'est qu'un Tereil, c'est le narrateur omniscient qui le dit. Et si c'est un narrateur omniscient qui le dit, il a la science infuse. Et donc, ce qui est décrit est forcément la réalité. Par contre, quand je fais le cours d'histoire et que je décide que le prof d'histoire va dire ça à ce moment-là, bah ouais, alors s'il a envie de cacher des informations, il peut. Parce que c'est un humain, il a le droit de cacher des informations à ses élèves. Si il a envie de mettre un petit peu de légende dans son récit, il peut aussi, parce que, je sais pas, j'ai décidé que, voilà, un petit peu de, de, de fiction pour transmettre un petit peu de propagande idéologique, tout ça, là, dans la bonne humeur, à l'école, ça se fait, hein, beaucoup. En tout cas, en France, ça se fait. Je sais pas si ça se fait chez vous, mais en France, ça se fait. Donc pourquoi pas. Et ce genre d'éléments, voilà. Et puis c'est un prof d'histoire, il n'a pas la science infuse, c'est pas forcément un historien non plus. Bon là, en l'occurrence, c'est un historien, mais même un historien ne connaît pas la vérité absolue sur l'histoire. Il ne sait jamais que ce qu'il sait, ce sur quoi il s'est renseigné, sur quoi il a des sources. Et même parmi ces sources, très souvent, il ne sait jamais que ce qu'il veut bien croire, en fait, hein. Donc, l'idée derrière, c'est que, étant donné que c'est un personnage qui raconte ça, cette partie de l'univers, je peux l'ajuster et je peux décider que finalement, j'ai pas envie que ça se passe exactement comme ça. Ou alors, peut-être qu'il a pas tout décrit, parce que, en même temps, c'est un cours d'histoire, je veux dire, c'est forcément des élèves vont pas tout retenir en une fois. Ou peut-être que, finalement, il a un peu magnifié certaines parties de l'histoire, parce qu'il est très très fan de ces parties-là. Ou peut-être que finalement, il y a différents éléments peuvent être amenés à être modifiés parce que, enfin que, je vais reformuler cette phrase. Il y a plusieurs éléments que je peux modifier grâce à cette source qui est une source qui n'est pas une source 100% fiable, on va dire. C'est une conscience indépendante. Quand je parle de conscience, je parle de personnage. Le personnage a sa propre conscience. C'est une conscience indépendante et par conséquent, il ne connaît pas il n'a pas la science infuse. Par conséquent, il a ses propres avis, il a ses propres pensées, il a ses propres motivations. Ce genre de choses fait que je peux, si j'ai envie, modifier les éléments que j'ai décrits dans le premier chapitre de mon premier livre, où Pegbin, je crois que ça s'appelle comme ça. Oui, c'est pas très rassurant le jeu, je crois, mais
c'est normal, c'est un personnage secondaire, je peux pas me souvenir de tous les noms de mes personnages secondaires quand même, faut pas abuser. Ou Pelbin, donc, oui, c'est ça, décrit l'Atlantide. Il y a certains éléments que je ne vais pas être amenée à changer. La description de l'Atlantide par Pelbin, enfin du Mondion par Pelbin, c'est quelque chose, je reste ouverte à la modifier un peu parce que j'ai fait une description très rapide comme ça, mais elle n'a pas forcément vocation à être une vérité gravée dans le marbre. Tout simplement parce qu'il y a beaucoup d'éléments auxquels j'ai pas encore réfléchi quand j'ai écrit ça, ou beaucoup d'éléments que je ne connaissais pas quand j'ai écrit ça. En revanche, la description que je fais des Terreils, qui sont donc un élément précis du livre, c'est une description qui n'est pas amenée à changer. Je peux ajouter des éléments si j'ai envie d'ajouter des traits caractéristiques et que voilà, je peux très bien les ajouter en disant que je les avais pas encore décrits. En revanche, ce n'est pas amené à fondamentalement changer. Les Terreils seront toujours des espèces de cousins des lions, atlantes, dont il y a 3 sortes, euh, dont les Terreils des neiges qui sont donc blancs avec une crinière argentée et qui sont euh, qui ont un lien quasi symbiotique avec les Zoogones. C'est quelque chose que je n'ai ni la volonté, ni le besoin, ni même la capacité de changer parce que c'est écrit dans mon livre publié et que ça ne changera jamais. Enfin, en tout cas, j'en ai pas l'intention. Il y a plusieurs éléments comme ça. Ce sont des éléments que j'ai mis à la narration omnisciente. L'idée, c'est que vous traitez vos sources et vous discriminez vos sources, pardon, différenciez vos sources, sélectionnez vos sources en fonction de la véracité, de la fiabilité que vous voulez donner à vos sources. De façon générale, l'avantage d'une carte, c'est que vous pouvez toujours dire effectivement que elle a été cartographiée, créée par quelqu'un de votre univers. C'est le cas pour pas mal d'annexes, vous pouvez toujours dire que bah oui, mais logiquement, un lexique de l'univers, il a forcément été écrit par quelqu'un derrière. Donc c'est pas forcément la vérité absolue, je veux dire, c'est un personnage qui, enfin c'est un scientifique qui a fait une encyclopédie et le lexique vient de l'encyclopédie, mais du coup voilà, on peut se tromper aussi. Vous pouvez toujours un peu jouer avec cette frontière. En revanche, quand vous dites quelque chose dans votre récit, que vous l'incluez à votre récit, et que c'est de la narration omnisciente, c'est la vérité absolue. Et c'est pour ça qu'il faut que vous fassiez très attention. Quand vous avez un élément dont vous êtes sûr et certain et que vous n'allez pas le modifier, vous pouvez le dire. Et en général, on fait ça avec des petits éléments du style une espèce que vous voulez présenter, par exemple les Terreils que je vais présenter. Mais aussi, pourquoi pas, les Ferran qui sont un type de mage. Voilà, ce sont des petits éléments qui sont bien précis et donc bien délimités puisque j'ai déjà imaginé quasiment tout ce qu'il y avait à imaginer sur les Terreils et les Ferran. Une fois que j'ai défini ce que c'était qu'un Ferran et un Terreil, bah voilà, c'est comme ça, c'est tout, ça va pas changer. En revanche, des longues descriptions comme la description du Mondion, les espèces qui existent dans le Mondion et tout, ce sont des éléments qui peuvent être amenés à changer parce que c'est très vaste, j'aborde beaucoup de points. Et donc si je dis quelque chose, j'ai pas envie que ce soit forcément figé dans le marbre parce qu'il suffit que je l'ai dit de la mauvaise façon. Et ben finalement, ça peut introduire une cohérence potentiellement. Donc je préfère largement que ce soit un personnage qui l'ait raconté de cette façon-là. Déjà parce que votre lecteur, si c'est un personnage qui le raconte, il va pas se sentir obligé de tout retenir. Et ça, c'est tellement soulageant pour le lecteur. Sachant que si vraiment il y a des éléments importants, a priori, vous allez les répéter un certain nombre de fois. Mais au moins, votre lecteur ne va pas se sentir obligé de tout retenir. Et également, la seconde chose, c'est que ben, vous pouvez vous permettre de le modifier par la suite. Donc réfléchissez bien quand vous écrivez, quand vous amenez un élément, une explication, voilà, réfléchissez bien, est-ce que vous voulez pouvoir le modifier ou pas? Est-ce que vous abordez un sujet bien précis auquel vous avez bien réfléchi et vous n'allez pas le modifier?
Ou est-ce que c'est un sujet beaucoup plus vaste et potentiellement vous pouvez être amené à modifier des détails? Fondamentalement, c'est ça qui va définir la source, le type de source que vous allez utiliser et le fait que vous disiez que ça provient de telle source ou de telle autre source. Par exemple, vous pouvez très bien dire, même à la narration omnisciente, alors c'est parce que ce ne sera pas vraiment de la narration omnisciente du coup, mais même dans la narration, vous pouvez très bien dire, par exemple, si j'avais voulu, j'aurais très bien pu dire les Téreilles. Quand j'ai décrit les Téreilles, j'aurais très bien pu dire, selon l'encyclopédie de machin truc bidule, les Téreilles sont une espèce proche des lions terriens qui blablabla et faire en gros une explication en disant que bah, pour faire cette explication, je vais appuyer sur une encyclopédie et donc pareil, comme c'est une encyclopédie, bah, voilà, c'est pas forcément la vérité absolue. Moi, j'avais pas besoin de faire ça. Vous pouvez en avoir besoin si vous n'êtes pas sûr de l'élément que vous apportez, si vous n'êtes pas sûr que vous allez tout garder tel quel. Moi, j'avais pas besoin parce que j'étais sûre que j'allais tout garder tel quel. Sur ce point-là, pas sur d'autres, mais sur ce point-là, oui. Et donc, vous, il faut que vous sachiez différencier les éléments que vous allez garder comme gravés dans le marbre, comme des vérités absolues, et les éléments que vous avez envie de pouvoir modifier, que vous allez être amené à modifier, et que vous avez envie de pouvoir ajuster au fur et à mesure de l'intrigue parce que vous n'avez pas encore pensé forcément tout dans son entièreté et que bah, si vous avez envie de rajouter une ou deux espèces, enfin une ou deux races à l'espèce des Téreilles, bah pourquoi pas après tout. Que vous n'avez pas envie en fait d'être limité et que vous n'êtes pas sûr à 100% de garder cette espèce, ce dont vous parlez, en fait, votre sujet tel quel. Voilà, donc ça, c'est comment on peut manipuler les sources, quelles sources on peut utiliser pour pouvoir, par la suite, faire des ajustements et pour éviter toute incohérence. Vous savez, ça fait pas encore 2 heures que je parle et euh, j'ai dit tellement de choses. J'ai l'impression que j'ai dit plus de choses que dans mes autres conférences. Et je suis même pas sûre que ce soit vrai en plus. Mais j'ai dit tellement de choses en même pas 2 heures. Et je me suis tellement éparpillée. Mais je pense que j'ai vraiment dit tout ce que j'avais envie de dire. Donc, je vais simplement conclure. Et ensuite, on va passer aux questions. J'ai pas dit que c'était vide, j'ai dit que c'était pas de la cosmopoésie pure. Alors, je vais conclure. Donc, pour conclure, simplement, votre lecteur, donc je sais, je vais un peu répéter ce que j'ai dit, mais votre lecteur n'a accès qu'à ce que vous lui présentez de votre univers. Et c'est la raison pour laquelle il faut que vous manipuliez les sources. Vous utilisez les sources que vous donnez à votre lecteur. Toutes les possibilités, vous avez des très nombreuses possibilités. Toutes les possibilités de tous les types de sources vous donnent, vous, des possibilités pour ensuite modifier ce que vous avez dit sur votre univers, pour gommer les incohérences, pour faire des ajustements au fil du récit, des trucs auxquels vous n'aviez pas pensé. De façon générale, il faut au maximum exploiter ça, c'est-à-dire que quand vous faites comme j'ai fait et que vous faites une carte où il manque une ville dessus et vous réalisez ça après la publication du bouquin, au lieu de vous dire bah, je vais juste faire comme si cette ville était sur la carte, vous mettez juste une explication rapidement. Bah, en fait, à l'époque où la carte a été dessinée, elle était en ruine. Et voilà, du coup, la personne qui a cartographié n'a pas jugé bon d'indiquer l'endroit où se trouvait la ville. Bah voilà, vous mettez ça rapidement. A priori, ça justifie votre incohérence, mais il faut savoir exploiter les sources de façon à pouvoir justifier vos incohérences ou vos oublis ou les incohérences de votre histoire. Et
quand je parle des sources, j'inclus évidemment la narration dedans, c'est la principale source du lecteur pour avoir accès à votre univers. Comme ma principale source pour avoir accès à, je sais pas, l'informatique, c'est un informaticien qui n'est pas là ce soir, mais que je connais par descente, qui est quelqu'un de très très sympathique. Ou la principale source que j'ai pour avoir accès au domaine absolument incroyable qu'est la loi, et je dis ça avec une once d'ironie non cachée, parce que c'est quand même sacrément compliqué la loi. Ma principale source pour avoir accès à ce domaine, c'est mon conjoint qui est juriste. Mon mari. C'est la même chose pour votre lecteur, sa principale source pour avoir accès à votre univers, à ce domaine très particulier qui est votre univers, c'est vous. C'est ce que vous lui donnez, et particulièrement, c'est le narrateur. C'est le narrateur de votre livre, et donc le narrateur dans votre livre doit lui donner les éléments de façon à ce que vous puissiez justifier toutes les incohérences que vous pourriez glisser dans votre livre. Voilà, je vais passer aux questions. Alors, de mémoire, je peux... Hmm. Donc, merci d'avoir suivi cette conférence. Je vais vous couper avant le temps de questions. Parce que, pour la bonne et simple raison que la seule personne qui écoute actuellement ne doit pas en avoir. Donc voilà. Merci à tous et à bientôt.